Sous le ciel étoilé, Mackay se laissa submerger par une vague de désespoir. Les larmes coulaient sur ses joues alors qu'il réalisait l'ampleur du tourment qui s'abattait soudainement sur sa vie. Il prit une profonde inspiration, rassembla tout son courage, puis retourna à la salle de fête avec un sourire fragile, une façade pour dissimuler son chagrin. S'approchant doucement d'Ada, il lui murmura qu'il était temps de se retirer dans leur suite nuptiale. Ada, observant les yeux rougis de son mari, comprit qu'il avait pleuré, malgré ses efforts pour le cacher. Inquiète, elle lui demanda ce qui le tourmentait. Mackay, à court d'excuses, lui confia que l'agence de voyage avait été rachetée et qu'il craignait pour leur avenir financier, surtout sitôt après leur mariage. Sans hésiter, Ada l'enlaça fermement, lui promettant que tout irait bien et qu'il trouverait un autre emploi. La nuit se termina sous les mots réconfortants de sa jeune épouse, qui tentait de chasser ses craintes. Le lendemain, Mackay accompagna sa belle famille à la gare. Avant de partir, il remit la voiture à son patron, mais ce dernier ne prit même pas la peine de le recevoir en personne. Désormais, Mackay devait compter sur les cadeaux de mariage pour affronter les dépenses des jours à venir. De retour à l'hôtel, il prit la décision difficile d'annuler leur réservation pour la lune de miel, qui devait se terminer le jour de la fête nationale. 2 heures plus tard, il rentra auprès d'Ada, mentant avec un sourire contraint, prétendant que le moteur du véhicule était endommagé et qu'il avait dû l'emmener au garage. Le couple appela un taxi pour rentrer chez eux, mais tandis qu'ils roulaient, l'esprit de Mackay était envahi par une tempête de pensées, toutes tournées vers les nombreux besoins auxquels il devait désormais faire face, avec si peu de ressources. Les 2 jours qui suivirent leur retour à la maison, Mackay se força à jouer le rôle de l'époux heureux. Il cuisinait pour Ada, faisait des blagues et tentait de tirer le meilleur parti du peu qu'ils avaient. Pour la première fois depuis qu'il avait rencontré Ada, Mackay se sentait authentique, redevenu le jeune homme de la gare, sans argent ni emploi, mais étrangement libre. Dans cette simplicité, il retrouvait une part de lui-même qu'il avait perdue dans la quête désespérée de richesse et de pouvoir. Ce bonheur fut éphémère. Un soir, alors qu'il savourait un rare moment de quiétude, Mackay reçut un appel de son petit frère. La voix tremblante à l'autre bout du fil lui annonça une terrible nouvelle. Leur mère avait été admise aux urgences et son état de santé était alarmant. Le peu de paix qu'il avait réussi à trouver se dissipa instantanément, laissant place à une angoisse. Mackay se tenait au chevet de sa mère, le cœur lourd et l'esprit en tourmente. Sa santé s'était détériorée à un point critique, et il savait qu'il n'avait plus le luxe du temps. Chaque souffle de sa mère semblait être une lutte contre la mort. Et la seule chose qui pouvait la sauver était une opération coûteuse que Mackay ne pouvait se permettre. C'est alors que le téléphone sonna, un appel qu'il redoutait. Son patron, avec son ton habituel, le rappela à l'ordre. Il lui rappelait la deuxième clause du contrat, celle qui exigeait que Mackay prenne une décision terrible. En échange des fonds nécessaires pour l'opération de sa mère, Mackay devait accomplir la mission la plus sombre de sa vie. Son patron lui ordonna de tuer son beau-père, le chef coutumier, et de lui ramener une preuve de sa mort. En retour, il recevrait une avance pour couvrir les frais médicaux. Mackay savait que refuser cette demande signerait l'arrêt de mort de sa mère, mais accepter ferait de lui un meurtrier. Le jour de la fête nationale, alors que tout le pays célébrait, Mackay mit son plan en marche. Il mit une tenue pour camoufler son visage. Sur instruction de son patron, il savait que le chef coutumier serait seul chez lui, dans une autre province pour l'occasion de la fête nationale. Sa garde proche serait en famille pour les festivités. Il se glissa dans la maison qu'il avait louée pour l'occasion, déterminé à en finir rapidement. Mais dès qu'il fit face à son beau-père, les choses prirent une tournure imprévue. Le chef coutumier, malgré son âge avancé, se défendit farouchement. Une lutte violente éclata et Mackay fut grièvement blessé au dos.
Dans le chaos, il réussit à arracher le porte-clés en queue d'écureuil du vieil homme, la preuve exigée par son patron. Haletant, ensanglanté et presque brisé, il quitta la scène, laissant derrière lui un homme blessé, mais vivant. Mackay rentra chez lui bien après minuit. Il avait réussi à sauver les apparences, mais à quel prix? Ada, inquiète, l'accueillit en voyant son état et les points de suture qui marquaient son dos. Il inventa une histoire d'attaque par de brigands, espérant que cette nouvelle tromperie tiendrait. Mais le mensonge pesait lourd, chaque mot le rapprochant un peu plus de la folie. Alors qu'il se déshabillait pour se coucher, Ada remarqua quelque chose dans la poche de son manteau. Un trousseau de clés, orné d'une queue d'écureuil ainsi qu'une enveloppe. Son cœur se serra. La confusion et la peur l'envahirent, tandis que Mackay, sentant son regard fixé sur lui, se figea. Le silence pesait lourd dans la chambre, chaque seconde accentuant la tension entre eux. Le mensonge venait de se matérialiser dans cette clé, et Ada savait que quelque chose de bien plus sombre se cachait derrière les mots de son mari. Le lendemain, alors que Mackay soignait ses blessures, une visite inattendue bouleversa ses plans. La sonnerie de la porte retentit. Mackay reconnut immédiatement l'homme avec qui il s'était battu à mort. C'était son beau-père. Ce dernier lui tendit la main avec un sourire bienveillant. Mais Mackay n'était pas seul à ressentir le malaise. À côté de son beau-père se tenait son patron, le regard rivé sur lui, un sourire ambigu aux lèvres. Mackay resta figé un instant, l'angoisse montant en lui comme une vague. « Tu ne nous invites pas à entrer, mon fils ?» demanda calmement son beau-père, brisant le silence oppressant. Mackay se ressaisit, ouvrant la porte en grand pour les laisser entrer. À l'intérieur, l'atmosphère était lourde, presque suffocante, et Mackay se demandait si son beau-père était au courant du plan sinistre qu'il avait tenté de mettre en œuvre. Lorsqu'Ada les rejoignit, elle se précipita pour embrasser son père, puis salua chaleureusement l'homme qui l'accompagnait. « Chérie, je te présente officiellement mon père, Monsieur Amizi Lokoto, et mon oncle Paolo, le frère jumeau de ma mère, » dit-elle avec un sourire, ignorant la tourmente intérieure de son mari. Mackay s'efforça de sourire en retour, mais son esprit était ailleurs. Peu après, le beau-père demanda à parler en privé avec Mackay. Une fois seul, il fixa longuement Mackay dans les yeux, avant de s'approcher de lui, s'agenouillant soudainement. « Cela ne se fait peut-être pas, mais dans ce cas précis, je dois le faire, » dit-il avec gravité. « Je tiens à ce que tu comprennes à quel point ma fille est précieuse pour moi. Je suis mourant, et récemment quelqu'un a tenté de m'assassiner. Je ne suis plus celui que j'étais, mais je dois la protéger, quoi qu'il en coûte. J'ai un héritage à te léguer, mais tu dois me promettre de veiller sur elle, même au prix de ta propre vie. » Mackay, bouleversé, aida son beau-père à se relever. « Je vous le promets, » murmura-t-il, les yeux remplis de larmes refoulées. Avant de quitter la pièce, le beau-père ajouta doucement. « Je suis désolé pour ta mère. J'ai réglé les frais de l'hôpital. Ne t'inquiète pas, c'est pour ça que nous sommes une famille. » Ces mots résonnèrent en Mackay comme une condamnation plus qu'un réconfort. Les deux hommes emmenèrent ensuite le couple à l'hôtel où résidait le patron de Mackay, qui appartenait à son beau-père. Là, le beau-père dévoila à Mackay les nombreux biens qu'il possédait, y compris l'agence de voyage où Mackay travaillait, qui était, en réalité, la dernière acquisition du beau-père. Mackay se sentit à nouveau piégé, les mâchoires de l'étau se resserrant sur lui. Il jeta un regard furtif à Ada, qui semblait absorbée par les paroles de son oncle. En réalité, son cœur se brisa en 1000 morceaux lorsqu'elle sut que l'agence appartenait à son père. Ada demanda à parler en privé avec son père à l'intérieur de l'agence de voyage. Ada interrogea son père sur l'attaque dont il avait été victime, cherchant à connaître l'heure exacte, l'apparence de l'agresseur et comment il avait réussi à se défendre. Son père, visiblement éprouvé, tenta de décrire son assaillant et rappela à sa fille qu'il portait encore de nombreuses ecchymoses sous ses vêtements.
Ada poursuivit en questionnant son père sur l'acquisition de l'agence de voyage. Il lui confirma que c'était une idée brillante de son oncle, qui gérait ses affaires en ville de manière irréprochable. Intriguée, Ada demanda ensuite « Et ton trousseau de clés à la queue d'écureuil? Ce cadeau que je t'avais offert pour tes 50 ans, l'as-tu toujours ?» Son père baissa les yeux, répondant d'une voix lourde de regret « Je l'ai perdu le jour de mon agression. » Pendant ce temps, Mackay et l'oncle d'Ada restèrent dehors, observant la conversation à travers la baie vitrée. Mackay, évitant de croiser le regard de cet homme manipulateur qui ferait désormais partie de sa famille, prit une profonde inspiration et demanda calmement « Comment la richesse sera-t-elle répartie dans la clause 2 ? J'aimerais avoir un rendez-vous en tête-à-tête pour clarifier le partage. » L'oncle d'Ada hocha la tête en signe d'approbation avant de répondre. « Nous retournons en province ce soir, ton beau-père et moi. Nous en reparlerons lorsque vous nous rejoindrez ce week-end. » Le couple raccompagna son père à la gare, un sourire aux lèvres, mais le cœur lourd de secrets non partagés. Durant le trajet de retour, Ada fit semblant de s'assoupir, les pensées tourbillonnant dans sa tête. Une fois arrivé chez eux, Mackay, croyant sa femme endormie, se glissa hors de la maison pour rendre visite à sa mère. Mais Ada, bien éveillée, attendit patiemment qu'il parte pour chercher l'enveloppe que Mackay avait ramenée la nuit de l'agression qui contiendrait peut-être les réponses qu'elle redoutait de découvrir. Mackay, quant à lui, se rendit auprès de sa mère, le cœur en tourment. Lorsqu'il la trouva, affaiblie mais lucide, il prit son courage à deux mains et lui avoua tout. Le mensonge, la trahison et la terrible situation dans laquelle il s'était enlisé. Sa mère, les yeux embués de larmes, lui prit les mains et murmura doucement « Mon fils, tu es devenu un autre homme. Reviens à la raison, à la foi que je t'ai apprise. Suis ton cœur et vis dans la vérité, même si cela signifie tout perdre. Sors des griffes du mensonge. Ton beau-père et sa fille ne méritent pas ce que tu leur réserves. Redeviens l'homme que j'ai élevé, celui qui connaissait la valeur de l'amour et de l'honnêteté. » Ces paroles résonnèrent en lui, ébranlant les fondations de son être. Mackay se retrouva à un carrefour, face à un choix qui pourrait tout changer. Le week-end, alors qu'ils se rendaient ensemble à la province de Garamba, Ada prit la main de Mackay pendant le trajet. Pour la première fois, elle lui parla de sa famille avec une intimité qu'il n'avait jamais perçue auparavant. Elle évoqua son père et sa mère, leur rencontre, la fierté qu'ils avaient éprouvée lors de sa naissance et la passation du pouvoir de chef coutumier, de père en fils. Sa voix se brisa alors qu'elle partageait ses souvenirs intimes, ses yeux se remplissant de larmes. « C'est la seule chose que je ne t'avais jamais racontée, et aujourd'hui c'est fait. Tu sais tout de moi, Mackay. » Mackay sentit son cœur se serrer. Il savait que le moment était venu de révéler à Ada le sombre secret qu'il portait, un fardeau qu'il n'avait jamais osé partager. « Ada, j'ai moi aussi un sombre secret. » commença-t-il, mais au même instant, le train ralentit alors qu'ils approchèrent de la gare de Garamba. Mackay n'eut pas le temps de poursuivre son récit. En descendant du train, ils furent accueillis par une grande famille et presque toute la cité, rassemblée pour les recevoir. Le poids du secret non révélé pesait lourd sur ses épaules, mais l'effusion de bienvenue ne laissa pas de place à la confession. Le sourire d'Ada, ses yeux encore humides de larmes, lui transperça le cœur. Il savait que le moment de vérité arriverait bientôt. Mais pour l'instant, il devait jouer son rôle dans ce théâtre de tradition et de retrouvailles. Arrivé dans la somptueuse demeure du chef coutumier, Mackay ne pouvait dissimuler ses émotions. La grandeur et l'opulence des lieux témoignaient immédiatement de la puissance et de la richesse de son beau-père. La résidence était animée. Une grande cérémonie se préparait en l'honneur des nouveaux mariés. Des coiffeuses attendaient Ada pour la préparer pour la fête, et Mackay profita de ce moment pour avoir une conversation à cœur ouvert avec l'oncle de son épouse. L'homme, avec un sourire énigmatique, lui tendit un contrat.
Mackay observa les détails avec attention cette fois-ci. Le document stipulait que l'héritage serait divisé à parts égales, 50% pour chaque partie. Il parcourut chaque ligne, ses mains légèrement tremblantes, et réalisa qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Résigné, Mackay apposa sa signature juste à côté de celle de son patron, scellant ainsi un pacte qui l'engageait plus profondément dans cette toile complexe. L'oncle Dada lui remit sa copie du contrat, qu'il enfouit rapidement sous ses vêtements, le cœur battant, avant de quitter la pièce. Chaque pas qu'il faisait semblait le rapprocher d'une destinée à laquelle il ne pouvait échapper. Une destinée qu'il avait lui-même contribué à sceller. Le soir venu, la résidence était pleine à craquer, envahie par des invités, mais aussi par un secret bien gardé. Le beau-père de Mackay avait discrètement convié la famille de ce dernier, ses frères et même sa mère. Lorsque Mackay les aperçut, son cœur se serra. Il était profondément ému et reconnaissant envers cet homme qui le considérait désormais comme son propre fils. Mais dans les yeux d'Ada, il ne voyait que déception et désillusion. Son beau-père, dans un geste solennel, demanda au couple de s'adresser aux invités avant que les festivités ne commencent. Mackay, le cœur lourd, prit la main de son épouse et s'avança au centre de la salle. Sentant le poids de ses paroles à venir, il prit une profonde inspiration et commença. « Je voulais vous dire combien j'aime profondément cette femme qui est devenue mon épouse. Mais avant cela, il faut que je vous avoue quelque chose. Un jour, alors que je travaillais à la gare, j'ai été mordu par un serpent. Un homme m'a séduit avec des mots sucrés et une somme d'argent. Ses paroles, douces comme le sifflement d'un serpent, m'ont charmé, et il a injecté son venin mortel dans mon âme. Depuis ce jour, je n'ai cessé de mentir. J'ai menti à tous ceux que j'aime. Ada, je t'ai menti. J'ai menti à ma famille, et j'ai commis un acte impardonnable. » Il retira sa veste, révélant la cicatrice sur son dos, une marque indélébile de sa trahison. Puis, s'avançant vers son beau-père, il s'agenouilla devant lui, la voix tremblante d'émotion. « Comment pourrais-je protéger Ada alors que je suis moi-même le danger qui la menace? Je suis prêt à donner ma vie pour elle, mais pas en portant ce lourd secret dans mon cœur. Vous m'avez accordé votre confiance, mais je ne mérite pas cet honneur. » Son beau-père, touché par la sincérité de ses paroles, le releva doucement. Mackay sortit alors le contrat de sa poche, ses mains tremblantes légèrement. « Le serpent qui est parmi nous aujourd'hui m'a fait signer ce contrat, un pacte qui m'enchaîne à une vie de mensonges. Mais je refuse de continuer ainsi. Ada, tu as changé ma vie. Je ne veux pas être l'homme qui empoisonnera ton existence avec mon venin de mensonge. » Il tendit le contrat à son beau-père, un geste de repentir et de rédemption. « Je vous rends ce contrat en témoignage de ma promesse. Ada, trouve en toi la force de me pardonner. Je suis prêt à accepter ma sentence, quelle qu'elle soit, mais je ne peux continuer à vivre avec ce poison en moi. » Un lourd silence s'installa dans la salle, tous les regards fixés sur Mackay, dont le cœur battait à l'unisson avec la vérité qu'il venait de dévoiler. Son beau-père, touché par l'honnêteté de Mackay, se leva et s'adressa à l'assemblée avec une gravité empreinte de bienveillance. « Je salue le courage et l'honnêteté de ce jeune homme. Tant de serpents nous entourent dans la vie, présents au quotidien cherchant sans cesse un moyen d'injecter leur venin mortel en nous. Et je ne sais combien de personnes ont été empoisonnées ici même, dans cette salle, tout comme Mackay l'a été. Mais ce soir, cet homme a trouvé la force de dénoncer le mal qui rongeait son cœur. Ma fille, Ada, c'est à toi de décider ce qui est bon pour ton avenir. En tant que père, je prie pour que tu trouves en toi la force de pardonner cet homme. » Il marqua une pause, son regard passant de Mackay à Ada, puis se tournant vers les invités. « Mais pour l'heure, soyons ceux qui contribuent à guérir un cœur brisé. Je vous invite à lever vos verres, non seulement pour célébrer le courage, mais aussi pour honorer la vérité. » Un murmure d'approbation parcourut la salle, tandis que les invités levaient leurs verres
rendant hommage à la sincérité de Mackay et à la force de pardon que chacun espérait voir renaître en Ada. Si vous avez aimé cette histoire, partagez-la et laissez-nous un commentaire avec la leçon que vous en avez tirée. Nous serions ravis de connaître votre avis. Bienvenue dans notre communauté de réparateurs de brèches.